L'invité politique de ce mardi, le chef de file du Parti communiste français aux européennes et adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, Ian Brossat, bonjour. Bonjour. Petite réaction pour commencer sur les mots du conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton. La CPI est déjà morte. Les États-Unis, qui par ailleurs n'ont jamais ratifié le traité fondateur de la CPI. Rien d'étonnant, j'ai envie de dire jusque-là. Rien d'étonnant et en même temps je trouve très bien que la CPI fasse son travail et elle devra mener ce travail jusqu'au bout pour que la clarté puisse être faite. Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orbán est attendu dans quelques heures devant le Parlement européen. Budapest accusé de violer les valeurs de l'Union, notamment en matière d'atteinte à l'état de droit, aux libertés des ONG ou encore de mauvais traitement des migrants. L'Europe devrait sanctionner la Hongrie? Bien sûr, et d'ailleurs les parlementaires communistes le diront au Parlement européen de manière extrêmement claire, notamment notre eurodéputée Marie-Christine Vergiat qui se bat depuis longtemps sur la question de l'accueil des réfugiés et plus largement des violations des droits de l'homme en Hongrie. Je crois que la Hongrie doit comprendre une chose, c'est que l'Union européenne telle que nous la concevons est un espace de civilisation. Et dans un espace de civilisation, il y a le respect des droits de l'homme. L'Union européenne, ça ne peut pas être que des règles comptables, ce sont d'abord des convictions communes sur ce que doivent être les droits de l'homme, le respect des droits. Et donc par conséquent, bien sûr, Orbán et tous les populistes de droite qui maintenant, depuis plusieurs années, violent les droits de l'homme, doivent être sanctionnés. Et justement, en vue de ces élections européennes de mai 2019, l'appel du pied de l'ancien Premier ministre belge Verhofstadt à Emmanuel Macron pour contrer les populismes et la montée du nationalisme en Europe, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on essaye depuis maintenant quelques temps de nous faire croire que ces élections européennes seront au fond un affrontement entre d'un côté des libéraux, avec Macron en tête de proue, et d'autre part des populistes de droite et d'extrême droite. Moi, je pense au contraire qu'il doit y avoir de la place pour une espérance sociale. Et donc, on ne doit pas rester prisonnier d'une opposition qui, au fond, ne fait rêver personne. Moi, et du coup, l'alternative, c'est quoi pour vous? Moi, ce que je veux porter dans cette campagne, c'est la conviction que l'Europe doit nous apporter du progrès social. Jusqu'à présent, l'Europe a été une machine à fabriquer de la régression sociale. Depuis 10 ans au sein de l'Union européenne, nous avons 10 millions de pauvres supplémentaires. Il faut en finir avec ces politiques libérales, non pas en se repliant dans le nationalisme, mais en ouvrant la voie au progrès social. En tout cas, c'est pour cela que je souhaite me battre. Et c'est ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce que vous proposez Absolument. Exactement? Je vais vous prendre une question toute simple, la question du dumping social. Cela fait maintenant des années que l'Union européenne organise la concurrence des travailleurs entre eux. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui 10% de travailleurs pauvres au sein de l'Union européenne. Eh bien, est-ce que plutôt que de nous imposer partout la concurrence, partout les politiques d'austérité, l'Union européenne ne pourrait pas nous tirer vers le haut en incitant à l'harmonisation sociale? C'est cela que je veux porter aussi. Alors justement, vous êtes tête de liste pour les élections européennes, désigné par le Parti communiste, et du coup, vous dites au revoir à Paris? Non, je resterai évidemment conseiller de Paris. Je suis élu municipal depuis maintenant 10 ans. J'ai porté un certain nombre de combats à Paris, notamment sur la question du logement. Je souhaite les prolonger au Parlement européen, mais ça ne m'empêchera pas d'avoir un regard encore très attentif sur la capitale de la France, à laquelle je suis très attaché et dans laquelle j'habite depuis ma prime jeunesse. Et depuis le Parlement européen, on arrive davantage à faire bouger les lignes, peut-être? Oui, je vais vous prendre un exemple très concret. La question des réfugiés, à laquelle nous sommes confrontés à Paris tous les jours, avec notamment la constitution de campements. On voit bien qu'une question comme celle-là, pour se régler, a besoin d'un travail à l'échelle de l'Europe. Et il n'est pas vrai que les villes seules peuvent résoudre un problème tel que celui-là. Donc bien sûr, sur beaucoup de sujets, on a besoin que l'Union européenne s'implique. Je veux porter ça aussi. Un Paris qui justement se vide de ses habitants, visiblement. Première destination touristique mondiale, la capitale française est aussi devenue le premier marché des plateformes de location meublée de courte durée. La faute à qui? À Airbnb, selon vous, Ian Brossat, vous venez d'ailleurs de publier Airbnb ou la ville ubérisée. À vous entendre, à vous lire, on croirait que Airbnb est seul responsable de la crise du logement à Paris. Vous n'y allez pas un peu fort là? Seul non, parce que le problème du logement date d'avant, notamment avec une cherté des prix liée au fait que Paris est à la fois une ville très attractive et une ville dans laquelle on a peu de parcelles disponibles pour construire. Il n'en reste pas moins qu'Airbnb a aggravé la situation depuis un certain nombre d'années. Si je regarde ces 5 dernières années, nous avons 20 000 logements qui ont été transformés en meublés touristiques. On ne parle plus de logements qui sont loués occasionnellement sur cette plateforme bien connue, on parle de logements qui ont été transformés en hôtels clandestins dans lesquels on n'a plus d'habitants
et dans laquelle on n'a que des touristes. Et vous avez donc un certain nombre de propriétaires qui se sont transformés en professionnels et qui ne font plus que cela de leur appartement. Donc le problème, c'est pas Airbnb, ce sont ces personnes qui font du business avec Airbnb. Absolument. Le fait est quand même que ce business s'est développé depuis qu'Airbnb s'est installé à Paris. Paris est par ailleurs la première destination touristique, la première destination pour Airbnb. Et donc oui, il nous faut trouver un nouvel équilibre. Évidemment, ne pas interdire à ceux qui souhaitent le faire occasionnellement de louer leur appartement, mais empêcher la professionnalisation de ce secteur qui présente bien des effets pervers. Donc vous, votre solution, c'est d'interdire Airbnb dans 4 arrondissements de Paris? Nous avons une problématique spécifique dans le centre de Paris. Ce sont les 4 premiers arrondissements de Paris où un quart des logements ne servent plus à loger des Parisiens aujourd'hui. Et donc oui, je pense qu'il faut une limitation extrêmement stricte. Je propose qu'on interdise la location d'appartements entiers dans ces arrondissements. Et plus globalement, nous avons besoin de régulation. Je constate d'ailleurs que toutes les grandes villes touristiques du monde, Barcelone, Madrid, Berlin, Amsterdam, New York, San Francisco, cherchent aussi des outils de régulation face à ce phénomène. Et Berlin a fait marche arrière sur la question. Et Berlin a fini effectivement par évoluer parce qu'ils avaient interdit Airbnb sur l'ensemble de la ville. Je propose une mesure plus ciblée sur les arrondissements du centre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de régulation et que si nous ne faisons rien, il n'y aura plus d'habitants dans nos centres-villes. Yann Brossa, merci. Merci à vous.